Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le chercheur de A jusqu'à Z, qu'est-ce qu'un chercheur scientifique? Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir, s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux puisque nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en connaissons que la représentation que nous en faisons. Albert Einstein. On ne pourrait pas prétendre tout dire sur ce que furent, ce que sont, et ce que seront les chercheurs en si peu de lignes. Ici ne seront décrits que quelques-uns des aspects qui font du chercheur quelqu'un qu'on remarque dans la rue, ou qu'on invite dans une soirée pour son côté pittoresque. Un chercheur peut être dépeint de A comme agaçant jusqu'à Z comme zinzin. Entre les deux, seront exprimées toutes sortes de pensées en vrac sur ce qu'est un savant vu par un chercheur. Souffrez ce bref rappel en quelques lignes de l'environnement humain de la recherche publique en France. Si vous voulez en savoir plus, voyez mon annexe numéro 1 à la fin de l'ouvrage. Sinon commencez à lire et si cela vous rase, passez au chapitre suivant. Retenez qu'il y a 3 catégories de chercheurs dans le langage des médias. Les chercheurs au sens large, les savants et les scientifiques. Le chercheur c'est une personne qui cherche, petit Robert. Ce type de personnel est d'ailleurs très abondant, infiniment plus que les trouveurs. Regardez d'ailleurs la définition d'un trouveur dans le même ouvrage de référence, vous lirez « rare, personne qui trouve ». Cela se passe de commentaires. Chercheur représente donc un terme large englobant l'ensemble de la communauté de recherche toutes catégories et tout niveau de recherche confondu. Y sont mêlés tous ceux qui cherchent quelque chose et pas forcément qui trouvent. Comme tout le monde cherche ou recherche quelque chose, le bonheur, la tranquillité ou de l'argent sont porte-monnaie, l'âme sœur, cela signifie que le terme chercheur est représentatif de tout le monde. Le savant c'est celui qui sait beaucoup en matière d'érudition et de science, petit Robert. A priori cela doit être très rare de trouver quelqu'un comme cela. Mais nous côtoyons tous les jours des gens qui disent qu'ils savent. Enfin, le scientifique, c'est une personne qui étudie les sciences, un savant spécialiste d'une science, toujours selon le petit Robert. Partant de ces définitions, selon moi, le chercheur qui n'est donc pas nécessairement un savant ne sait pas, puisqu'il cherche à savoir. C'est pour cela qu'on l'appelle un chercheur. Il n'a pas pour fonction de trouver, mais uniquement d'utiliser ses connaissances et son savoir-faire pour chercher. En quelques mots, il y a 2 catégories de personnel de recherche. Les chercheurs qui sont des Bac plus 5 à plus 8, ingénieurs de recherche et docteurs ou équivalents étrangers. Ils sont universitaires, attachés temporaires de recherche et d'enseignement, maîtres de conférences, professeurs, ou appartiennent aux grands organismes de recherche, chargés de recherche ou directeurs de recherche à l'INSERM, l'INRA, au CNRS, etc. Ce sont les cerveaux lents, lisez volants, les cerveaux moteurs, lisez cerveau ou les cerveaux cations, lisez vocation, selon la discipline, et parfois des cerveaux lumineux, lisez volumineux quand ils ont une grosse tête. C'est ce que l'on nomme une tête chercheuse. Créateurs ou inventeurs, grands ou petits, ils poussent devant eux doucement mais immuablement l'immense roue du progrès pour ce qu'ils croient être le bien de tous. Mais bien souvent ils se font plaisir comme de grands enfants qu'ils sont restés. Les IATOSS qui sont les ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers de service et de santé. Vous remarquerez que cela rappelle phonétiquement Athos, Porto et Aramis. Ce sont les 4 mousquetaires de la recherche, aide indispensable à la concrétisation des idées folles ou géniales des chercheurs, garde-fous de nos concepts, exécutant trop souvent dans l'ombre, mais facteurs nécessaires de la gloire des savants. Tout ce monde travaille soit dans des laboratoires propres, ce n'est pas une allusion à la propreté assurée par beaucoup d'IATOSS, mais c'est l'indication d'une structure qui ne dépend que du CNRS, de l'INSERM ou de l'INRA, soit dans des structures universitaires, dans des laboratoires ou des départements de recherche qui ne sont alors qu'associés aux grands organismes et n'ont que très peu d'IATOSS. La plus petite unité de base de recherche opérationnelle est l'équipe d'accueil, 3 à 10 personnes en moyenne. Au-delà, ce sont des unités de recherche puis des UMR ou unités mixtes de recherche qui comprennent des chercheurs payés par divers organismes de recherche publics ou privés, ou bien qui sont contractuels. 75% des chercheurs publics sont dans les universités. Voilà le contexte, ressources humaines, des structures de la recherche en général et universitaires en particulier. Cette organisation se retrouve dans les structures de recherche privées,
recherche et développement, R&D, de l'industrie par exemple, de taille conséquente. Même hiérarchie, même lutte pour la promotion, mais on y trouve des incitations financières bien plus alléchantes et des moyens techniques incomparables. Il est normal que la structure de base soit identique à celle du public, puisque les laboratoires de recherche privés embauchent des chercheurs formés par les universités. J'ai aussi retrouvé dans la recherche privée l'organisation que j'ai connue aux USA, dans le labo qui m'avait accueilli. Le lien à l'argent et à la rentabilité est évoqué en permanence. Si le projet est innovant, les moyens sont illimités. Si un projet de recherche semble porteur, le maximum de chercheurs se branchent dessus. Mais il faut très vite sauter sur les nouvelles opportunités pour être opérationnel dans 1 an ou 2 quand le projet en cours s'achèvera. Il y a une pression permanente, mais elle s'accepte du moment que les demandes de moyens sont satisfaisantes. Bien sûr, en recherche privée, on travaille à côté du coffre-fort ouvert, tandis qu'en recherche publique, le coffre est souvent fermé et si on n'est pas là au moment où il s'entrebâille, il faut attendre une lointaine opportunité. B. Comment un chercheur trouve ce qu'il doit chercher? La destination du chercheur dépend de la route qu'il suit. Proverbe arabe. Chercher ce qu'il va falloir chercher est évidemment l'étape cruciale de la vie d'un chercheur. Trouver ce qu'on doit chercher relève ensuite de la même difficulté que trouver l'assassin dans un crime parfait. Il est des domaines où l'on se fond en extase admirative devant les sujets de certaines recherches. Je donne ici quelques exemples de titres de thèse pris au hasard. Cela ne présume en rien de la qualité du contenu, mais de l'hermétisme inconscient des directeurs de recherche. Langage de matheux, dualité lagrangienne et synthèse robuste. Ou langage d'informaticien. Calcul massivement parallèle dans les réseaux pair à pair. Réification d'abstraction de communication. Ou langage de linguiste. Ambivalence catégorielle préverbe-préposition. Caractère et fonction de poids sur les catégories de diagrammes trivalents. Ou langage médical. Processus érythroleucémique chez la souris transgénique SPI1. Voilà qui illustre cette citation. Le peuple fait bien les langues. Il les fait imager et claires, vives et frappantes. Si les savants les faisaient, elles seraient sourdes et lourdes. Anatole France, propos de rentrée. Combien de personnes au monde sont-elles capables de comprendre le premier mot, et encore moins les suivants dans ces titres de thèse scientifique? Et pourtant, un brillant cerveau a découvert qu'il y avait un travail d'étude à creuser. Il l'a fait ou a mis quelqu'un sur ce travail. Ce quelqu'un, un jeune thésard par exemple, a fini à son tour par comprendre ce qu'il faisait. Par expérience, nous, membres de jury de thèse, tombons parfois de très haut en découvrant que c'est le jour de la soutenance de mémoire que le candidat futur docteur comprend vers quoi tendait le travail qu'il a effectué pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, avec le recul que je viens de prendre en m'éloignant de l'université, je commence à comprendre pourquoi les jeunes lycéens ont peur des sciences dures et évitent les bancs des facultés des sciences ou des études de la médecine. Nous savons que nos élèves redoutent les langues étrangères. Pourtant, ils ont des enseignements de langue, parfois beaucoup de cours de langue et d'auto-formation en langue. Mais quand ils sont confrontés au langage hermétique de nos gros cerveaux, ils se heurtent à un langage inconnu qui ne s'apprend pas. Nous le savons, le langage scientifique est un assemblage de langues académiques assez correctes et d'une masse de termes techniques composites, formés de néologismes divers. Cela ne peut pas être intelligible pour le public, et il n'existe pas de cours de langage scientifique. En effet, les termes propres à chaque discipline ne sont pas interchangeables avec ceux des autres domaines. La quantité des termes utilisés augmente avec les nouvelles applications techniques, un peu comme les noms des outils qu'utilisaient les compagnons charpentiers, maçons ou ferronniers. L'usage de termes savants permettait aux compagnons artisans de conserver des secrets techniques et donnait une intonation magique et ésotérique au langage des médecins. Ces derniers ont largement utilisé des termes composés à partir du grec et du latin. C'est encore vrai. Regardez dans le titre de la thèse, érythroleucémique vient étymologiquement du grec. Vous ne connaissez pas? Érythro, c'est rouge et leuco, c'est blanc. Vous voyez, c'est simple. Cela a au moins le mérite d'utiliser des éléments compréhensibles par tous ceux qui ont fait un peu de grec ou de latin.
Il n'est pas rare en France que les désignations anatomiques utilisent le nom du découvreur au lieu des racines descriptives. C'est vrai qu'il est plus charmant de parler de bandelettes de Giacomini ou d'arcades de Riolan que d'utiliser le terme descriptif de circonvolution intralimbique pour le premier, ou de shunt artérielle mésentérique pour le second. C'est étonnant d'observer que même pour des outils de tous les jours comme un ordinateur, le langage des gens qui passent leur temps dans les cartes-mères à connecter des master slaves sur des slots ou à tripoter des baies de brassage est très différent du vôtre ou du mien. Alors vous qui avez fait des études de droit, j'espère que l'hermétisme des termes informatiques ne vous empêche pas de pianoter votre courrier sur votre ordinateur. Ainsi, la langue qui est le vecteur de nos idées, qui doit nous permettre de communiquer aisément, est devenue un obstacle interdisciplinaire. Quand deux chercheurs se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se racontent ? S'ils travaillent dans le même domaine, ils devraient se comprendre. Si un biologiste parle avec un physicien, ce n'est pas racontable, car on ne comprend pas grand-chose. Ils utilisent des dialectes différents, les savants appartiennent à des ethnies différentes. Un lexique est parfois utile, même dans des domaines que je crois connaître comme la médecine et les sciences biologiques. Alors vous pensez bien que s'il faut débattre avec un chimiste, un physicien ou un informaticien pour faire ensemble un projet de recherche, il faut du temps et de la patience pour être bien sûr des termes utilisés. Connaissez-vous des termes comme hub, routeur, baie de brassage, micromisation ? Moi, je ne connaissais pas. Aussi, je vous fais cadeau en annexe 2 d'un petit lexique d'informaticien. Il vous sera utile. Si vous en voulez plus, voyez http://www.lexique-informatique.com/. Vous pourrez vous gargariser de termes ésotériques et incongrus, mais indispensables pour que les informaticiens se comprennent entre eux. C'est toujours un bonheur pour moi que d'entendre des collègues doués pour la vulgarisation médiatique parler de leurs recherches. Le public comprend. Ces chercheurs sont en fait des traducteurs, comme ces ingénieurs de l'Institut de documentation du CNRS, INIST, qui sont assez spécialistes pour traduire des publications scientifiques et en extirper pour les chercheurs un résumé compréhensible. Pourquoi m'étalais-je tant sur ce point du langage ? Parce que même pour parler entre nous du même problème, pour préparer notre projet de recherche, il nous arrive de ne pas nous comprendre. Pour définir nos futures recherches, il faut parfois palabrer dans des commissions qui s'éternisent, car on a du mal à parler à l'unisson, car chacun parle de son sujet et se fiche souvent des propositions des autres. Il faut négocier, composer avec les collègues qui eux aussi veulent faire passer leurs recherches. Toujours est-il que le travail transversal ou transdisciplinaire comme nous disons, est particulièrement difficile. Ainsi, quand vous êtes comme moi un simple utilisateur de l'informatique, si vous avez à faire mettre en place un machin particulier sur votre machine, ou bien vous recevez en pleine figure des explications comme « Pourquoi n'avez-vous pas modifié votre IP ? Je n'avais alors qu'une petite modif à faire dans le hub, mais maintenant tout est bogué. » Et là, maintenant que j'ai mon lexique, les informaticiens font moins les malins. C'est insuffisant. Il y a les électroniciens matheux par exemple. Alors vous vous dites, ces gars-là, les matheux, ne savent rien à l'info ni à la biologie, il faut leur parler simple pour expliquer un neurone. J'ai maintes fois tenté de donner de telles explications à des ingénieurs matheux avec un tournevis, quand je souhaitais qu'ils interviennent dans l'expérimentation biologique. Parfois cela ressemble au jargon de l'explorateur qui rencontre des indigènes, moi Livingstone, moi Avoirnon Charles, et toi bon électronicien matheux, qui toi y en a être ? Réponse du matheux. Quoi ? Le théorème de Chasles ? Il vaudrait mieux faire une transformée de Fourier. Etc. Alors pour les détracteurs de l'usage d'une langue commune, même si celle-ci doit être l'anglais, je dis non. Il faut un langage commun simple international et interdisciplinaire, et pour le moment, l'anglais épuré, simplifié convient à la majorité des scientifiques. Le langage n'est donc pas un vecteur facilitant l'échange d'informations entre les chercheurs. C'est vrai qu'en science, on comprend mieux le langage des signes mathématiques ou chimie. Alors comment fait-on en recherche top, ou dans des équipes dites d'excellence, pour sauter gaiement d'une recherche à une découverte qui engendre elle-même une nouvelle recherche, etc. Dans une grosse équipe, il y a l'émulation, les fréquents briefings d'équipe, les chercheurs étrangers invités.
Il y a aussi les congrès auxquels il y a toujours au moins un chercheur du groupe ou même plus qui était là-bas, au bout du monde pour la quête de la connaissance. Là, les gros budgets permettent d'envoyer plusieurs chercheurs. C'est parfois indispensable. Imaginez un colloque réunissant les chercheurs travaillant sur le cerveau comme le Neuroscience Meeting, à Washington par exemple. Nous sommes 20 000. Oui. Lisez, 20 000 chercheurs rassemblés dans un hall de la taille du Zénith, qui parlent tous en même temps, colloque égal étymologiquement qui parlent ensemble. Une séance rassemble 2000 affiches scientifiques par jour, 15 conférences et encore des séances plénières faites par des énormes savants ou par des politiciens du jour, y compris Bill Clinton ou George Bush ou Barack Obama. Cela ressemble alors à une messe sur la place Saint-Pierre à Rome. Il est impossible à chacun de tout entendre et de tout voir. Alors on s'y rend à plusieurs et on rentre avec les poches bourrées de nouveautés que l'on se dépêche d'exploiter pour être plus rapide que les autres équipes. Cela c'est pour les riches. Les finances ont été amputées de 5 000 € nécessaires à la participation au congrès. Et des congrès, il y en a plusieurs chaque année. Quand on est une petite équipe, on n'est pas nombreux, Mister de la Palisse. Quand on est une petite équipe modeste et mal dotée financièrement de surcroît, trouver un sujet de recherche tranquille, sûr, sur lequel on peut naviguer sans écueil relève de l'exploit au XXIe siècle. La densité des travaux, le nombre de chercheurs plongés sur un sujet donné, ressemble parfois à la curée d'une meute se ruant sur un chevreuil. Tout le monde veut son morceau. Sauriez-vous dire combien de chercheurs travaillent dans le monde sur le cancer, combien cherchent quelque chose sur la maladie d'Alzheimer, combien se sont rués sur le virus SARS-CoV-2, responsable de la maladie nommée Covid-19 ? Combien sondent des trous noirs ou évaluent des quasars ? Je n'ai pas ces chiffres, mais je dispose, comme tout le monde, des bases de données bibliographiques accessibles sur le web. Par exemple, je trouve 15 000 articles sur Alzheimer entre 1997 et 2003 et tenez-vous bien, 400 000 articles sur le cancer pour la même période. En supposant qu'un chercheur moyen pond 3 à 4 publications par an, il y aurait environ 100 000 chercheurs qui travaillent sur le cancer dans le monde. Cela fait beaucoup de monde sur la même étude, penserez-vous ? Alors pourquoi n'a-t-on toujours pas trouvé de quoi guérir de cette maladie ? Ce n'est pas ainsi qu'il faut raisonner. Il n'y a pas un cancer, mais des variations infinies selon les organes, les cellules, les molécules concernées. Une cellule cancéreuse est faite de milliards de molécules dont beaucoup sont peut-être responsables des problèmes. Mais quelles sont-elles ? Depuis des dizaines d'années, des chercheurs scrutent chaque molécule ou chaque trou dans la membrane des cellules cancéreuses, et pourtant, nos connaissances sur le cancer n'ont pas encore suffisamment progressé pour dire que nous maîtrisons le cancer et disposons de moyens thérapeutiques sûrs. Nous progressons dans l'infinime petit comme les astrophysiciens dans l'infinime grand ou les explorateurs dans la forêt vierge. Chaque découverte d'une molécule ou d'une fonction cache autre chose sur lequel se branchent quelques autres nouveautés, qui à leur tour retiennent quelques mois ou années de recherche qui montreront une nouvelle inconnue. Les molécules qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer nous promènent ainsi depuis plus de 10 ans. Comme la recherche des nouvelles planètes de notre système solaire nous balade dans l'infini du ciel. Tous les astronomes regardent dans l'air, chacun dans sa petite année-lumière carrée pour espérer trouver une nouvelle planète, une supernova ou un trou noir. Quand on y réfléchit, c'est vraiment comme jouer au loto, car la chance de trouver quelque chose dans l'immensité de l'univers est bien mince. Personnellement, je trouve que ces mots « la destination du chercheur dépend de la route qu'il suit » collent parfaitement à l'esprit que nous avons quand nous préparons nos projets de recherche. Alors, devant la foule qui se bouscule sur les avenues ou les boulevards tracés par les grands programmeurs de la recherche, certains, comme moi, empruntent des sentiers. C'est bien sûr l'aventure et le hasard. Rien n'est balisé. Vous vous plantez, vous tombez, il n'y a personne pour vous secourir. C'est gagner ou mourir. L'honnêteté a fait dire à des vrais savants comme Étienne Wolff, prix Nobel. J'ai été orienté par le hasard et par le milieu vers la voie scientifique. 3 pattes pour un canard, mémoire d'un biologiste, Paris 1990. Quand on sait qu'il était d'abord un brillant philosophe, on se dit aussi qu'il est un exemple à méditer. À propos de la mémoire des savants, et pour rappeler combien notre jugement amuse beaucoup les observateurs, notez ces citations. Des chercheurs ont découvert que le chocolat,
produisaient sur le cerveau des réactions similaires à celles de la marijuana. Ils ont aussi trouvé d'autres similitudes, mais ils ne s'en souviennent plus. Matt Lauer, extrait d'une interview sur NBC 1996. Autre classique, au fait. Savez-vous qui était Alzheimer? Moi. J'ai oublié. Alors, quel est le point de départ d'une recherche? Est-ce le hasard? Pasteur disait, le hasard ne favorise bien que les esprits préparés. Pasteur ne jouait pas au loto, mais il avait trouvé gros. Pourtant les substances les plus utilisées dans le monde, la pénicilline, l'aspirine, l'insuline, la cortisone, qui ont valu des prix Nobel à leurs découvreurs, ont été trouvées par hasard. Ainsi, à défaut de voies de recherche toutes tracées, nous devons lancer les dés et tenter un coup de poker. La réflexion collective sur un protocole se joue comme lorsqu'une équipe d'enquêteurs de la police cherche à qui le crime profite. Une équipe de recherche, avant le kit ou double, suppute, compulse la bibliographie, vérifie et revérifie les hypothèses. Mais dans les combinaisons infinies des interactions de molécules, ou dans le foisonnement ahurissant des réseaux de neurones, ou dans les infinies variétés des éléments composant l'univers, vers où aller? A priori, les combinaisons infinies assureront toujours de se mettre quelque chose sous la dent pour une publication, mais ce n'est pas en courant en zigzag qu'on avance tout droit vers un but, proverbe d'ivrogne. Est-ce que le choix des recherches se fait comme pour le Big Bang? Mis à part l'observateur qui devait sûrement être présent il y a 10 milliards d'années, c'était peut-être un géant distrait qui avait oublié de fermer le robinet du gaz sous sa soupe. Personne de vivant aujourd'hui ne sait ce qui s'est passé. Comme on ne sait pas grand-chose et que tout peut être possible, toute nouveauté tendant vers un milliardième de petit plus semble une découverte grandiose. Des milliers de chercheurs tentent leur chance pour trouver chacun un de ces milliardièmes sur les grands thèmes. Ceux qui ont opté pour l'aventure ne craignent que peu la concurrence. Comme les vraies preuves appartiennent au passé, tout ce qu'on dira ou publiera ne sera jamais que pure hypothèse. Le choix d'un thème de recherche peut se porter sur quelque chose que personne ne veut travailler parce que c'est anatomiquement mal situé, trop fastidieux ou rare. Là on a le choix. Il suffit déjà de faire les poubelles des grands laboratoires. Eux choisissent des sujets porteurs, techniquement et financièrement rapidement rentables. Leurs restes sont pleins de bonnes choses à digérer. Ainsi, pour le sujet de recherche de mon équipe, nous avions choisi de travailler sur une partie du cerveau que tout le monde mettait à la poubelle il y a 20 ans. J'ai branché mon équipe sur ce morceau, et nous avons trouvé des cellules que personne n'avait jamais décrites et qui, lorsqu'elles débloquaient, s'accumulaient en formant une tumeur. À notre suite, il y a eu 200 publications mondiales entre 1993 et 2003. Ainsi, beaucoup moins de 100 chercheurs se sont branchés sur notre sujet. Nous nous connaissons tous et nous surveillons mutuellement. Et là, quand l'un d'entre nous trouve quelque chose de plus, nous en profitons tous. Nous avons tellement avancé que nous sommes en cours d'utilisation des cellules tumorales transfectées, transformées génétiquement, pour la synthèse d'aire cérébrale complète, et plus tard pour refaire des cerveaux entiers pour ceux qui en manquent. Nous avons déjà beaucoup de clients, comme ceux qui achètent un bout de lune ou un morceau de terrain sur Mars. Nous cherchons même comment passer au stade de fabrication industrielle de cerveaux dotés d'un QI au choix. Désolé, mais c'est une blague. Il faudra attendre si votre QI ne dépasse pas 70, aujourd'hui, je ne peux rien pour vous. Croyez-vous que cela sera encore longtemps de la fiction? Les cellules existent, on les appelle des cellules progénitrices de neurones, mais à ce jour, hormis quelques essais sur des rats, notre éthique nous interdit d'envisager d'aller plus loin. Rêvons pourtant aujourd'hui que l'on pourra dans 10 ans refaire un bout du cerveau lésé à un traumatisé crânien, ou que cela permettra de marcher à quelqu'un présentant une blessure de la moelle épinière. Ce sera là un pas de géant dans le domaine de la chirurgie réparatrice. La chance, ce grand atout des brillants chercheurs, nous l'espérons tous, quelle que soit notre façon de progresser. C'est à elle que sont dues bien des grandes découvertes, des progrès géants. Irène Curie et le hasard de cailloux placés dans un tiroir près d'une plaque photographique où Pasteur et son laborantin pas trop méticuleux ont bénéficié d'un hasard. Leur génie a été de savoir décrypter et exploiter les bienfaits du hasard. Jeune lecteur éventuel, qui débutait dans la recherche, méditez cette phrase, elle doit guider une carrière de chercheur dans sa quête de la connaissance vraie.
Ne négligez jamais une apparence ou un événement extraordinaire. C'est généralement une fausse alarme, mais cela peut être une vérité importante. A. Fleming, 1881-1955, prix Nobel en 1945. Eh oui. Lui aussi avait eu de la chance avec sa moisissure. On ne joue pas la recherche à coups de dés, mais quand le hasard apporte au chercheur un petit coup de pouce, c'est comme une grande bouffée d'oxygène. Dans ce cas, la piste de la découverte et de l'aventure s'éclaire soudain. Nous fonçons, nous taillons, nous avançons vers de nouvelles données. Un petit pas pour moi, un grand pas vers les grands budgets et d'autres découvertes. Au fur et à mesure des progrès de nos travaux, il faut jouer des coudes, des points, des publications, des relations, du piston, bref de tout moyen existant pour parvenir à l'ultime position, celle du haut de la pyramide. Là où tout le monde peut voir et admirer nos remarquables travaux. Mais que de lutte pour se faire reconnaître. Que de freins doit-on débloquer, et ils sont nombreux ceux qui débloquent. La lutte s'applique autant à la défense du thème de recherche et qu'à celle de l'équipe de recherche. Que l'équipe soit petite ou grande, il faut défendre sa méthode, son point de vue, ses chercheurs, ses moyens financiers et même son matériel. C'est le fameux panier de crabes, où celui qui ne dévore pas les autres sera dévoré par les autres. Si on ne se sent pas la fibre gagneur, on suit la cohorte des chercheurs qui suivent les directives des grands organismes de recherche qui se rangent eux-mêmes aux indications économico-scientifiques des experts conseilleurs, et pas forcément chercheurs, du ministère de la Recherche. Au niveau national, ils définissent les thèmes des recherches prioritaires, donc celles qui sont l'occupation favorite des laboratoires de quelques grands savants dont l'avis est autorisé donc écouté. Les mouvements de foule s'opèrent ainsi. Le chef d'orchestre de l'INSERM ou du CNRS dit « Jouez biologie moléculaire ». Ceux qui veulent être dans le coup achètent vite fait de quoi faire de la biologie moléculaire. Puis quelques années après, le chef dit « Jouez le cancer ». Alors 75% des labos qui travaillaient sur les corps aux pieds se découvrent des aptitudes à provoquer un carcinome de l'orteil pour justifier des subventions. Le chef dit « Jouez le génome ». 75% des labos dont le patron ou l'un des chercheurs a frôlé un chromosome s'aperçoivent qu'ils savent cloner des gènes et réaliser des knock-out, neutralisation de l'action d'un seul gène ou des transgènes, modification de l'ADN d'un gène pour obtenir d'autres actions. Seulement à ce jeu-là, chaque mouvement coûte très cher. Si l'équipe ne peut pas suivre techniquement et si les compétences des gens trouvent leurs limites, il faut s'attendre à la dissolution de l'équipe. Et beaucoup de petites structures de recherche ont ainsi disparu au cours de ces 10 dernières années, parce qu'elles ont cru qu'il fallait suivre le mouvement du chef d'orchestre. Mais pour bien jouer d'un instrument, il fallait déjà beaucoup de pratique, et cela ne s'acquiert pas en 2 ans. L'échec de Pasteur et de Sanofi dans la course au vaccin contre le virus Covid-19 en est une triste illustration de l'appauvrissement de nos capacités à innover dans le domaine de la santé. Certes, il semble que certains chercheurs de nos organismes nationaux soient allés aux USA pour réaliser les vaccins utilisés en France. Dommage que leur capacité n'ait pas été mise au service de la France. Cela nous aurait évité de devoir acheter très cher aux labos américains, des vaccins en partie mis au point par des chercheurs français. Alors, comment se débrouille-t-on quand on ne suit pas le mouvement ? Cela est dur, car il faut convaincre que la recherche sur les troubles du développement du cerveau a tout autant d'intérêt pour la santé de l'homme que le cancer. Alors on rajoute une pincée de génétique pour s'approcher du mot sacro-saint vénéré par les médias, le génome. Mais ce n'est pas forcément gagné. Il y a peu de temps, j'ai tenté d'améliorer l'ordinaire financier de mon équipe en frappant à la porte d'un organisme annonçant qu'il œuvrait pour la recherche sur les maladies génétiques. Nous travaillions sur les perturbations génétiques du développement du cerveau, pas sur le génome. Funeste erreur. Le mot-clé étant absent, je n'ai pas touché un centime. Heureusement pour nous, d'autres fondations ne donnaient pas de subventions pour des mots, mais pour des découvertes. Or, dans le domaine complexe du financement des recherches, il est notoire que plus on dispose de financement, plus les organismes sont généreux. C'est à un point tel qu'il existe des recherches dites alimentaires, qui ne servent qu'à fournir un volant financier et permettent d'appâter les généreux donateurs qui complètent utilement les crédits venant des grands organismes qui nous emploient.
Pour ce qui concerne les recherches du service URA-CNRS INSERM Neurosciences que j'ai dirigé pendant plusieurs années, les subventions en complément des contrats européens m'ont toutes été attribuées par la Fondation pour la recherche médicale française. Un tout petit peu par les organismes de recherche. Note de l'auteur, Fondation pour la recherche médicale, un organisme qui m'a financé pendant plusieurs années pour mes recherches en neurosciences sur les anomalies du développement cérébral des enfants, l'autisme en particulier. Delphine Cortina, responsable relations donateurs, tel, 01 44 39 75 76 email, don@frm.org. En gros, les apports financiers majeurs des labos de recherche viennent surtout des subventions tirées de contrats privés. Et là, nous rejoignons finalement l'organisation des labos anglo-saxons. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.